Pensée positif. Le maître Rican marchait sur un sentier de montagne au lever du soleil. La brume flottait entre les pins, et chaque pas s'enfonçait légèrement dans la terre humide. Un jeune disciple le suivait en silence, le front plissé et le cœur chargé d'inquiétude. « Maître, dit-il enfin, tout semble toujours aller de travers. Le travail est difficile, mes amis me jugent, et j'ai peur que la vie ne soit pas juste. Comment puis-je trouver la paix au milieu de tant de difficultés ?» Rican sourit doucement et désigna une petite fleur qui poussait entre les rochers. « La vois-tu » demanda-t-il. Personne ne l'arrose, personne ne la protège, et pourtant elle choisit de s'ouvrir au soleil. L'esprit est pareil, si tu choisis de voir la lumière, tu grandiras même au milieu des pierres les plus dures. Le disciple soupira. Et comment puis-je apprendre à penser ainsi ? Pense positif, non pas pour ignorer la douleur, mais pour choisir la direction de ton regard. Quand ton esprit se concentre sur la gratitude, l'espoir et le calme, même la tempête devient un maître. Le disciple resta silencieux un moment en marchant, écoutant le craquement des branches sous leurs pas. « Mais maître, dit-il enfin, et si tout continue d'aller mal ? Si je fais de mon mieux et que rien ne change ?» Rican s'arrêta près d'un ruisseau de montagne et laissa tomber une feuille sèche dans l'eau, que le courant emporta doucement. « Regarde la feuille, dit-il. Elle ne lutte pas contre le courant, elle se laisse simplement porter. Penser positivement ne consiste pas à nier le courant, mais à apprendre à naviguer avec lui. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Alors je ne devrais pas résister ? » « La résistance n'est pas le problème, répondit Rican. Le problème est de résister avec la peur. Quand ton esprit est rempli de peur, chaque obstacle devient plus grand. Quand il est rempli de confiance, chaque obstacle devient une leçon. » Ils avancèrent un peu plus loin. Le maître s'arrêta près d'une souche recouverte de mousse et de petites fleurs. « Vois comme la vie trouve toujours un chemin, dit-il. Penses-tu que la mousse se demande si elle mérite de pousser ? Non. Elle pousse. Toi aussi, tu peux apprendre à grandir, même lorsque les ombres semblent plus fortes que la lumière. » Le disciple marchait en silence, méditant sur les paroles du maître. Le sentier devenait plus raide, les pierres plus glissantes. Soudain, il trébucha et tomba, les mains couvertes de terre. « Regarde, maître !» s'exclama-t-il, frustré. « Rien ne va jamais comme je veux. Peu importe mes efforts, je tombe toujours. » Rican l'aida à se relever calmement et lui montra ses mains sales. « Ce n'est pas un échec, dit-il. Ce n'est que la poussière du chemin. Chaque chute te rappelle que tu avances. » Le disciple soupira. « Mais ça fait mal, et je me fatigue à force d'essayer. » « La fatigue est naturelle, répondit le maître, mais quand ton esprit est clair et positif, la lassitude ne peut t'arrêter, elle devient un rappel de ta force. » Ils reprirent leur marche en silence jusqu'à une clairière où la lumière du soleil traversait les arbres. Rican s'assit sur un rocher et ferma les yeux. « Sais-tu ce qui sépare un voyageur triste d'un voyageur serein ? » demanda-t-il. Le disciple secoua la tête. « La direction de leur regard, répondit Rican. L'un ne voit que la boue sur ses chaussures, l'autre voit le ciel au-dessus. » Pour la première fois ce matin-là, le jeune homme leva les yeux et aperçut l'immense ciel bleu, oubliant un instant sa frustration. Le disciple resta silencieux, contemplant le ciel ouvert. Pour la première fois, il sentit le poids de ses soucis s'alléger. « Alors, maître, demanda-t-il, suffit-il de regarder le ciel pour que tout change ? » Rican sourit doucement. « Pas seulement le ciel. Il faut apprendre à regarder ton propre esprit avec le même émerveillement que celui que tu portes aux nuages. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Vois les choses ainsi, et expliqua Rican, quand un nuage sombre apparaît, paniques-tu en pensant que le ciel a disparu ? Non. Tu sais que le ciel est toujours là. Les pensées négatives sont comme des nuages, elles viennent et s'en vont. Si tu choisis de ne pas t'y accrocher, la clarté revient naturellement. Le disciple inspira profondément, sentant un espace de calme s'ouvrir en lui. Donc, penser positivement,
c'est ne pas se laisser tromper par les nuages? Exactement, répondit le maître. Il ne s'agit pas de forcer la joie, il s'agit de se souvenir que la lumière ne disparaît jamais vraiment, même quand on ne peut pas la voir. Ils se remirent en marche sur le sentier. Rican ajouta. Chaque pensée est une graine. Si tu choisis de cultiver la confiance, la gratitude et la sérénité, ta vie fleurira, même dans les moments difficiles. Le sentier devenait plus étroit et plus pierreux, mais le disciple avançait avec un calme retrouvé. Chaque pas, bien que toujours difficile, semblait plus léger. Le maître dit-il après un long silence, que se passe-t-il quand les autres sèment des nuages dans mon esprit? Quand ils critiquent ou doutent de moi, comment puis-je rester positif? Rican s'arrêta près d'une source de montagne claire et vida un peu d'eau dans ses mains. Et que crois-tu qu'il se passerait si tu laissais tomber quelques gouttes d'encre dans cette source? Demanda-t-il. L'eau se troublerait, répondit le disciple. Oui, dit le maître, mais si la source continue de couler, l'encre se dissout et disparaît. Un esprit nourri de pensées positives ne se laisse pas facilement polluer. Le disciple hocha lentement la tête. Alors je ne devrais pas me battre? Non. Continue de couler. Quand ton esprit intérieur est rempli de confiance et de calme, aucune parole extérieure ne peut l'assombrir longtemps. En reprenant leur marche, Rican ajouta avec un sourire. La véritable pensée positive n'est pas fragile comme une bulle, elle est solide comme une montagne qui se dresse, même quand le vent souffle fort. Le soleil était haut lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne. La vallée en contrebas s'étendait comme un patchwork de verre et d'or, et le souffle du vent était comme un doux accueil. Le disciple resta un moment émerveillé par la beauté du paysage. « Maître, je n'ai jamais rien vu de pareil, dit-il, admiratif. Je marchais toujours en regardant mes pieds, pensant à ma fatigue. » Rican sourit. « C'est cela, penser positif, ne pas ignorer l'effort, mais découvrir la beauté qui était toujours là. » Le jeune homme s'assit sur un rocher, fixant l'horizon. « Alors, chaque jour a quelque chose de bon, même si je ne le vois pas? » Chaque jour est comme cette montagne, répondit Rican. Si tu ne regardes que tes pieds, tu vois des pierres, si tu lèves la tête, tu vois le ciel. Le disciple inspira profondément, essayant de graver ce moment dans son cœur. Je crois que je commence à comprendre, murmura-t-il. Penser positif, ce n'est pas attendre que la vie soit facile, c'est voir sa valeur même quand elle est difficile. Rican hocha la tête avec satisfaction. Exactement. Quand tu apprends cela, peu importe ce qui arrive, ton esprit trouvera toujours un rayon de lumière. Un vent léger soufflait au sommet de la montagne, et le disciple resta assis, contemplant la vallée en contrebas. Le maître dit-il doucement, comment puis-je garder ce sentiment en retournant au village, avec tous ses problèmes et son agitation? Rican s'assit à côté de lui et pointa une rivière qui serpentait dans la vallée. Vois-tu cette rivière? Demanda-t-il. Elle coule, que le ciel soit clair ou orageux. Ton esprit doit apprendre à être comme cette rivière, stable, paisible, insensible à chaque obstacle. Le jeune homme acquiesça. Et comment puis-je y parvenir dans la pratique? Commence chaque jour par la gratitude. Répondit le maître, lorsque tu te réveilles, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pendant la journée, lorsque l'irritation surgit, fais une pause et demande-toi, puis-je voir quelque chose de bon ici? Et avant de dormir, rappelle-toi un moment qui t'a fait sourire, même petit. Le disciple esquissa un léger sourire. Cela semble simple. Ça l'est, fit Rican en inclinant la tête. Le défi est la régularité. L'esprit doit être entraîné, comme un muscle. Le jeune homme se leva, se sentant renouvelé. Alors, maître, je peux choisir comment je veux me sentir? Oui, dit Rican. Tu ne peux pas choisir ce qui arrive, mais tu peux choisir comment voir ce qui arrive. Le disciple resta un moment assis en silence, laissant les paroles du maître s'imprégner en lui comme une pluie douce. Alors, maître, dit-il avec un sourire calme, penser positif est un choix? Rican hocha paisiblement la tête. Exactement.
Il ne s'agit pas d'attendre des miracles, mais de les semer en soi chaque jour. Alors qu'ils entamaient la descente, le jeune homme marchait d'un pas plus léger et le cœur paisible. Les pierres restaient, le sentier était toujours escarpé, mais désormais son pas était assuré et confiant. « Je crois que je comprends maintenant, dit-il. Penser positif, c'est comme allumer une lanterne, l'obscurité ne disparaît pas instantanément, mais je n'ai plus peur d'elle. » Rican sourit et pointa un rayon de soleil traversant les nuages. « Souviens-toi, tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux toujours ouvrir la fenêtre. » Le disciple acquiesça, rempli de gratitude. Alors qu'il descendait la montagne, chaque pas devint une affirmation silencieuse, « La paix commence en moi. » Rien n'est un hasard. Dans un village de montagne tranquille, où les pins semblaient chuchoter des secrets au vent, vivait un jeune homme nommé Aru. Il se demandait souvent pourquoi les choses arrivaient comme elles arrivaient. Était-ce le hasard? Ou bien y avait-il un fil invisible reliant chaque événement de sa vie? Un jour, alors qu'il rentrait du ruisseau, il trébucha sur une pierre brillante qui semblait hors de place. Il ne lui prêta pas attention et la laissa sur le côté. Plus tard dans l'après-midi, un maître zen nageait l'appela. « Aru, penses-tu que trouver cette pierre était un hasard ?» me demanda le maître avec un sourire serein. Aru fut surpris. « Comment savez-vous que je l'ai vue ?» Dans le zen, répondit le maître, nous apprenons que rien n'est un hasard. Chaque rencontre, chaque mot, chaque silence a une signification cachée. Ce qui semble un accident est en réalité une leçon. Cette nuit-là, Aru ne put dormir. Il avait l'impression que la vie lui parlait à travers de petits détails qu'il avait autrefois ignorés, le chant d'un oiseau à l'aube, les feuilles qui tombaient sur son chemin, même le grincement du plancher en bois de sa maison durant le froid. Le lendemain matin, Aru apporta la pierre brillante au temple. Le maître l'observa attentivement et dit : « Sais-tu pourquoi elle a brillé pour toi et pas pour quelqu'un d'autre ? » « Parce que je passais par là. » Répondit Aru, confus. Le maître sourit. « Parce que la pierre et toi aviez un rendez-vous. » Dans le zen, nous comprenons que la vie nous envoie constamment des signes, mais seuls ceux qui sont éveillés les voient. Aru serra la pierre dans ses mains et se mit à se souvenir d'autres moments, quand une forte pluie l'avait obligé à s'abriter sous un arbre et qu'il y avait rencontré un voyageur qui deviendrait plus tard son ami, quand une porte fermée l'avait conduit sur un chemin différent où il découvrit un jardin secret. « Alors, la chance n'existe pas ?» demanda Aru. « Elle existe en tant qu'attention, corrigea le maître. Ce que tu appelles chance ou hasard est la danse invisible de l'existence. Il n'y a pas de hasard, seulement des messages qui attendent d'être entendus. » Aru sentit quelque chose de profond s'éveiller en lui. Il comprit que chaque événement, agréable ou douloureux, pouvait être un maître déguisé. Dans les jours qui suivirent, Aru commença à se promener dans le village avec un regard différent, comme si chaque coin recelait une leçon. Il remarqua que lorsque son esprit était calme, tout semblait lui parler, la fumée s'élevant droit d'une cheminée, le chien toujours endormi devant la forge, même l'eau du ruisseau qui changeait de cours après l'orage. Un matin, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt, il entendit un craquement étrange. Il s'arrêta et vit une branche tomber exactement à l'endroit où il allait marcher. Était-ce une coïncidence ou un avertissement ? Se demanda-t-il. Plus tard, de retour au temple, il raconta ce qui s'était passé au maître. Celui-ci hocha la tête. La forêt enseigne aussi. Parfois elle nous arrête pour nous protéger, parfois pour nous montrer que nous devons être attentifs. Et si je ne l'avais pas remarqué ? Demanda Aru. La vie aurait trouvé une autre façon de te parler. Le maître toucha la pierre brillante que Aru portait autour du cou. Cette pierre était ton premier appel. Maintenant,
tu sais qu'il n'y a pas de petits signes. Haru commença à ressentir de la gratitude pour chaque instant, même pour ceux qu'il aurait autrefois considérés comme insignifiants. Chaque regard, chaque mot, chaque silence, semblait faire partie du même tissu invisible. Un soir, Haru aidait à réparer le toit du temple lorsqu'un groupe d'oiseaux traversa le ciel, formant un motif parfait. Il s'arrêta pour les observer, fasciné par cette chorégraphie naturelle. « Vois-tu ces oiseaux » lui dit le maître à ses côtés. Ils ne volent pas ensemble par hasard. Chacun suit un ordre invisible qui garde la volée unie et en sécurité. Haru acquiesça. Donc la vie fonctionne de la même manière ? Exactement, répondit le maître. L'existence tisse des fils qui relient les moments, les personnes et les lieux. Ce qui semble accidentel fait partie d'un dessein plus grand qui ne se révèle que lorsque tu apprends à regarder avec ton cœur. Cette nuit-là, en allumant une lampe à huile, Haru se souvint du jour où, en se perdant, il avait trouvé le temple pour la première fois. Il avait cru que c'était une erreur, maintenant il comprenait que c'était une invitation. Il sentit que l'air était rempli de messages, et que sa tâche n'était pas de tous les déchiffrer, mais de marcher avec confiance, sachant que chaque pas avait été placé pour une raison. Un matin pluvieux, Haru sortit pour cueillir des herbes médicinales. Le chemin était glissant et il tomba par terre. En regardant l'endroit où il était tombé, il aperçut un petit bambou poussant entre les pierres. De retour au temple, il raconta au maître. « Aujourd'hui je suis tombé, mais j'ai découvert quelque chose de beau. » Le maître sourit. Le bambou enseigne que de la terre la plus dure peut naître la vie. Ta chute était-elle un accident ou une invitation à observer de plus près ? Haru commença à comprendre, ce ne sont pas seulement les grands événements qui ont du sens, même les trébuchements et les retards peuvent apporter des cadeaux cachés. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il aidait d'autres moines à préparer le thé, il entendit le maître répéter. Tout arrive au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Lorsque tu apprends à faire confiance, tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à suivre son flux. Haru serra la pierre brillante autour de son cou et pensa, peut-être que la pierre, les oiseaux, la branche, même ma chute, tout était connecté. Les semaines passèrent et Haru remarqua que ses pas devenaient plus lents et attentifs. Il ne se précipitait plus nulle part, chaque coin de chemin était en lui-même une destination. Un jour, alors qu'il aidait un vieux paysan à transporter des seaux d'eau, l'homme dit « Merci de t'être arrêté. Si tu n'étais pas passé maintenant, je n'aurais pas pu porter ces seaux. » Haru sourit. Avant, il aurait pensé « Quelle coïncidence !» Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas du tout un hasard. Plus tard, au temple, le maître dit « Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires les rencontres dont tu as besoin, et tu aides ceux qui ont besoin de toi. » Haru se souvint alors qu'il y a des années, un inconnu l'avait aidé à traverser une rivière en crue. Il ne l'avait jamais revu, mais maintenant il comprenait, quelqu'un avait été placé là pour lui, tout comme il avait été placé pour ce vieux paysan. Chaque jour confirmait l'enseignement, la vie est comme une tapisserie, et chaque fil a sa place. Même si l'on ne voit pas le motif complet, on peut lui faire confiance. Au lever du soleil, le maître appela Haru à le suivre au sommet de la colline. Ils montèrent en silence, la vallée en dessous enveloppée d'une brume douce. Arrivé au sommet, le maître pointa l'horizon. « Vois-tu le soleil » demanda-t-il. « Même lorsque nous ne le voyons pas la nuit, il est toujours là. Les fils invisibles de ta vie fonctionnent de la même manière, tu ne les vois pas, mais ils te soutiennent. » Haru garda ces paroles dans son cœur. À ce moment, un papillon blanc se posa sur son épaule. « Est-ce que cela a aussi un sens » demanda le jeune homme. Le maître acquiesça. « Rien ne vient à toi par hasard. Le papillon ne sait pas pourquoi il t'a choisi, et toi tu ne sais pas pourquoi il est venu. Mais vous étiez destinés à vous rencontrer, ne serait-ce qu'un instant. » Haru ressentit une profonde paix. Il commença à comprendre qu'il n'avait pas besoin de déchiffrer chaque signe, il suffisait d'être présent, d'accepter et de faire confiance. En descendant de la colline, Haru pensa à toutes les personnes et événements de sa vie.
Il ne les voyait plus comme des accidents, mais comme des cadeaux cachés, essentiels sur son chemin. Quelques jours plus tard, alors qu'Haru balayait la cour du temple, le maître s'approcha et demanda. « Haru, qu'as-tu appris de toutes ces rencontres ?» Haru posa le balai et répondit calmement. « J'ai appris que rien n'est un hasard. Chaque personne, chaque mot, chaque silence, est comme une goutte qui alimente la rivière de ma vie. Même si je ne vois pas où elle coule, je sais qu'elle a un but. » Le maître hocha la tête avec un doux sourire. « Lorsque tu comprends cela, ton cœur cesse de lutter. Tu vois la beauté même dans la difficulté, car tu sais que tout est placé pour t'aider à t'éveiller. » Cette nuit-là, Haru contempla le ciel étoilé et sentit qu'il n'était pas seul. Chaque étoile, chaque souffle du vent, chaque souvenir, faisait partie du même motif. Et pour la première fois, au lieu de se demander pourquoi, il ressentit simplement de la gratitude. La pierre brillante pendait toujours à son cou, mais désormais Haru ne la voyait plus comme un mystère à résoudre, mais comme un rappel, la vie ne fait pas d'erreur. Il suffit d'apprendre à écouter. Le pot en terre cuite. Le jeune moine Keto marchait sur le sentier poussiéreux du mont Fuji, ressentant une profonde anxiété. Un sentiment de vide le consumait, malgré les heures de méditation et les années d'études. Il se demandait si l'illumination n'était qu'un mirage et si son but dans la vie était aussi creux que le pot qu'il portait pour aller chercher de l'eau. Il s'arrêta au bord de la rivière, où son maître, le vénérable Janshin, l'attendait, assis sur un rocher. Keto posa le pot sur le sol avec un bruit sourd, et son maître, sans lever les yeux, lui montra une petite mare de boue laissée par les récentes pluies. « Keto, que vois-tu dans cette flaque » demanda Janshin. « Seulement de la boue et de l'eau sale, maître » répondit le jeune homme en fronçant les sourcils. « Prends ton pot » ordonna Janshin. « Remplis-le de cette eau et apporte-le-moi. » Keto obéit. Les mains tremblantes, il plongea le pot dans la mare boueuse. L'eau trouble et la boue se mélangèrent, créant une pâte épaisse. Le bien-être qu'il cherchait semblait aussi inaccessible que la rive opposée de la rivière. « Sens-tu que le pot est plein, Keto » demanda son maître. Keto tenait le pot. Son poids était indéniable, mais le sentiment de vide persistait, comme si la boue ne faisait que le masquer. « Oui, maître, il est plein. Mais ce n'est pas de l'eau claire. Elle est sale, dit-il avec abattement. » Janshin ne répondit pas tout de suite. Il se leva et emprunta un petit sentier qui s'enfonçait dans la forêt. Keto le suivit, portant le lourd pot. Le silence de la forêt était seulement brisé par le craquement des feuilles mortes sous leurs pieds. Ils arrivèrent dans une petite clairière où, au centre, se trouvait un magnifique pot en porcelaine, finement sculpté et d'une brillance impeccable. À côté, une coupe en pierre était remplie d'une eau cristalline, fraîchement recueillie d'une source. « Maintenant, Keto, observe ces deux pots, dit Janshin, en montrant le sien et celui de Keto. Lequel des deux est réellement plein ? Keto regarda son pot en terre, rempli de boue. Puis il regarda celui en porcelaine, impeccable et vide. Il était perplexe. « Le mien, maître. Le mien est plein de boue, répondit-il. Et le mien, bien que vide, est capable de contenir de l'eau claire. Comprends-tu ? Demanda Janshin, avec un regard profond. Keto resta silencieux. Il ne comprenait pas la leçon. Il regarda son pot lourd et sale. Puis il regarda celui de Janshin, vide mais pur. Maître, je me sens comme ce pot plein de boue. Je ressens le poids des soucis et des attachements, mais mon âme se sent vide. J'essaie de me remplir de connaissances et de méditation, mais rien ne semble me purifier, dit Keto, la gorge serrée. Janshin s'assit de nouveau, cette fois sur la terre, à côté de la coupe d'eau. Il y plongea une tasse en bambou et offrit l'eau à Keto. Et Keto, un pot plein de boue ne peut pas recevoir d'eau propre. Pour que l'eau qui entre soit pure,
le pot doit être vide et propre de l'intérieur. Le sens de la vie ne réside pas dans ce que tu accumules, mais dans ta capacité à laisser partir ce qui te contamine. Le vieux maître se leva et continua à parler d'une voix douce et sereine. Tu te sens vide non pas parce qu'il te manque quelque chose, mais parce que le réceptacle de ton être est tellement plein de boue qu'il ne laisse aucune place à la paix intérieure. Pour trouver la plénitude, tu dois d'abord te vider. Et cela, mon cher Keto, est un acte de libération. Keto s'assit à côté de son maître, absorbé par ses paroles. Il regarda son pot en terre et, pour la première fois, ne le vit pas comme un symbole de son échec, mais comme une opportunité. Mais, maître, comment vider le pot? J'ai médité sans relâche et j'ai répété les mantras que vous m'avez enseignés, mais la boue ne disparaît pas, demanda Keto, le ton désespéré. Jeanchin s'approcha de la petite coupe d'eau cristalline. Avec une branche, il la remua jusqu'à ce que l'eau devienne trouble. Keto regarda l'eau claire s'obscurcir. Le chemin vers le vide n'est pas un acte de force, mais de patience, dit Jeanchin. La boue se dépose quand on arrête de la remuer. Elle ne part pas avec un effort violent, mais avec le calme. Pour vider ton pot, tu dois arrêter de le remplir avec plus de pensées et de soucis. Le vieux maître se leva et se dirigea vers une clairière voisine. Il montra une petite fleur de lotus qui poussait au milieu de la fange. Regarde la fleur de lotus. Elle naît de la boue la plus profonde, mais sa beauté est pure et immaculée. La véritable plénitude ne se trouve pas en évitant la boue, mais en s'épanouissant malgré elle. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de la possibilité. C'est l'espace qui permet à la beauté d'émerger. Keto comprit. Il ne s'agissait pas de se débarrasser de la boue de sa vie, mais d'apprendre à vivre avec elle sans qu'elle le définisse. Il s'agissait de trouver la pureté au milieu de l'imperfection. Keto retourna à la source et s'agenouilla, tenant son pot en terre cuite. D'un geste serein, il l'inclina et laissa la boue s'écouler lentement sur le sol. La fange se mêla aux feuilles mortes et se perdit dans la terre de la forêt, nourrissant les racines des arbres. Le pot se sentit plus léger. « Maître, est-ce ainsi qu'on le vide ?» demanda Keto, avec un sentiment de soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Non, Keto. Vider le pot n'est pas un acte unique, c'est un processus continu, » répondit Jeanchin. Chaque fois que tu accumules une inquiétude, un jugement ou une attente, tu remplis à nouveau ton pot. Le travail de l'âme n'est pas de chercher un pot parfait, mais d'apprendre à le vider encore et encore. Keto observa les derniers restes de boue se détacher des parois du pot. Il réalisa que le sentiment de vide n'était pas un problème à résoudre, mais une condition nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Le chemin vers la plénitude n'est pas le chemin de l'accumulation, mais celui du renouvellement, dit Jeanchin. Le pot en porcelaine que tu as vu est un idéal, pas une réalité. Le véritable pot de ton être est fait de terre, il est en constante évolution. Keto sourit. Finalement, la leçon avait touché son cœur. Le sens de la vie n'était pas d'avoir un pot plein d'objets précieux, mais d'avoir un pot vide, prêt à être rempli par les expériences de chaque jour. Keto s'assit à côté de son maître et regarda son pot en terre maintenant propre. Il ressentit une légèreté qui allait au-delà du poids physique de l'objet. C'était une profonde tranquillité. « Maître, je ressens une grande paix. Le vide qui me tourmentait est maintenant un espace d'opportunité, » dit Keto, les yeux brillants. Jeanchin hocha la tête. Le vide est comme une page blanche. Si tu la remplis avec l'histoire d'hier, tu n'as plus de place pour écrire celle d'aujourd'hui. Le bonheur n'est pas d'avoir un pot plein d'eau, mais d'avoir la capacité de le remplir et de le vider à volonté. Le maître se leva. Maintenant, retourne à la rivière. Va sur la même rive d'où tu as tiré la boue. Keto se leva sans hésiter, son pot à la main. Quand il arriva, il s'agenouilla, et au lieu de chercher la fange, il chercha le courant le plus pur de la rivière. Il plongea le pot dans l'eau cristalline. En le sortant, il le vit rempli d'une pureté qu'il n'avait pas imaginée. « Sens-tu le poids ?» demanda Jeanchin. « Oui, maître. Mais c'est un poids différent.
C'est un poids de possibilités et d'espoir, répondit Keto. C'est ça, la plénitude. Pas celle qui s'accumule, mais celle qui coule. Le sens de la vie n'est pas d'accumuler, mais de vivre le cycle du remplissage et du vidage avec gratitude. L'eau que nous buvons aujourd'hui n'est pas la même que celle que nous boirons demain. De la même manière, la beauté et le bien-être de ta vie seront toujours nouveaux, tant que tu laisseras partir la vieille boue. Keto retourna au monastère avec son pot, maintenant rempli d'eau claire. Chaque pas était léger, comme s'il marchait sur des nuages. Le poids de ses soucis ne pesait plus sur ses épaules. Le pot n'était plus seulement un récipient pour l'eau, il était devenu un rappel de la plus importante leçon de sa vie. Maître, j'ai vidé la boue et rempli le pot d'eau claire. Et maintenant, demanda Keto, avec une curiosité nouvelle qui avait remplacé son ancien désespoir. Maintenant, Keto, partage cette eau avec ceux qui ont soif, dit Jeanchin. Le véritable but du pot n'est pas d'être plein pour toujours, mais de servir les autres. Le vide et la plénitude n'ont de sens que lorsqu'ils sont liés au reste du monde. L'eau que tu gardes pour toi stagne. L'eau que tu partages coule et se renouvelle. Keto comprit que le chemin de l'éveil n'était pas solitaire. Il ne s'agissait pas d'atteindre un état de perfection personnelle, mais d'utiliser ce bien-être pour nourrir les autres. Le pot, qui était autrefois un symbole de sa douleur, s'était transformé en un outil de compassion. Il se rendit au village, où les gens travaillaient sous le soleil. Avec soin, il offrit de l'eau fraîche aux paysans et aux enfants. Chaque fois que quelqu'un buvait, le pot se sentait plus plein d'un autre type de bonheur. Un bonheur qui ne venait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il donnait. Alors que le soleil se couchait, Keto retourna au monastère avec le pot presque vide. Il le montra à Jeanchin. « Maître, le pot est de nouveau vide. »« Mais je me sens plus plein que jamais, » dit Keto, avec une profonde sérénité qui émanait de son être. « Et c'est ainsi que cela doit être, Keto, » dit Jeanchin. « La plénitude ne se trouve pas dans un pot plein, mais dans l'acte de le vider. Ton âme est une rivière, pas un étang. Le sens de la vie n'est pas d'accumuler, mais de couler. » Keto s'agenouilla, la tête inclinée en signe de profond respect et de gratitude. Le poids qu'il avait porté pendant des années, le vide qui le tourmentait, avait été remplacé par la légèreté du lâcher-prise et la joie de servir. Il ne se sentait plus vide parce qu'il n'avait rien, mais se sentait plein parce qu'il était capable de donner tout ce qu'il avait. Et à partir de ce jour, chaque fois que Keto sentait que son pot se remplissait de soucis, il retournait à la rivière, le vidait et le remplissait à nouveau, comprenant que le véritable trésor n'était pas dans le récipient, mais dans l'acte de renouvellement constant.